Bonjour à tous. Je suis vraiment très content d'être ici avec vous aujourd'hui, de pouvoir, avec tous ces citoyens-là qui prennent de leur temps un mardi soir froid pour venir réfléchir à l'avenir de nos sociétés et de notre planète. Disons qu'à une époque où bien des gens pensent que réfléchir, c'est d'écrire un texte de 280 caractères en disant la première idée qui leur passe par la tête, ça fait chaud au cœur de vous voir tous là, venir m'entendre et discuter, je l'espère, parce que juste m'entendre, je pense que vous allez peut-être être déçus, mais si on peut discuter puis échanger, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Le pire qui peut arriver, c'est que je dise « Ah, ben, je l'ai prévu un peu plus tard dans la présentation ». J'ai aussi regardé le temps pour essayer de ne pas dépasser. J'ai parfois l'habitude de m'emporter par la passion et de déborder un petit peu mon temps. Alors, je vais essayer quand même, par respect pour vous tous, de me tenir à l'essentiel. Donc, voilà. Filière batterie, transition énergétique et économie circulaire, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais juste me présenter. Je viens vous parler de ça. J'ai été assez actif, entre autres en électrification des transports, mais pas que. J'ai été un des membres fondateurs de Théo Taxi. Peut-être certains de vous se rappellent des taxis blancs et verts électriques qui circulaient en ville. Il y en a encore quelques-uns. La marque existe, mais le produit dans sa version originale n'est plus, malheureusement. Moi, je suis parti un an à peu près avant la fin de l'aventure, mais c'était très formateur, très intéressant. J'ai été au ministère des Ressources naturelles, au ministère des Transports, des Affaires municipales, l'occupation du territoire. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à toutes les questions entourant l'énergie, évidemment, aussi la mobilité, entre autres à l'Institut du véhicule innovant à Saint-Jérôme, au Centre d'incubation d'accélération mobilité intelligente à Laval, où là, j'étais vraiment plus sur les questions de mobilité. Bon, ça peut paraître étonnant parce que Laval n'est pas vraiment un exemple très moderne en termes de mobilité, là, avec ces grands boulevards à 6 fois et ces transports collectifs pas toujours efficaces, quoique ils sont étonnamment innovants pour une société une région de banlieue, hein, comme on le voit là. Maintenant, je suis le PDG de Innovation en énergie électrique, Innovée. Le petit logo que vous voyez ici, c'est notre logo. Et très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet de la présentation, mais Innovée, on est une organisation à but non lucratif. On obtient, entre autres, une bonne partie de notre financement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et notre mandat, c'est de stimuler, accompagner et financer des projets de recherche collaborative en énergie électrique. Donc, la recherche collaborative, en gros, on prend un entrepreneur, une organisation qui veut innover, qui veut faire un projet innovant. On le met en contact avec un académique, ça peut être un chercheur universitaire avec ses étudiants, ça peut être un centre de recherche collégial ou autre. On constitue ça en projet de recherche collaborative et on va apporter du financement, on va accompagner ces partenaires-là et on va les aider aussi à aller chercher même du financement complémentaire. Et dans certains cas, il y a jusqu'à 80% du financement qui est pour ce genre de projet de recherche collaborative-là. Donc, on n'est pas le seul organisme au Québec à faire ça. On est 9 des RSRI, regroupements sectoriels de recherche industrielle. Il y en a un en aluminium, il y en a un en bioprocédés, en pharma, en aéronautique. Et nous, on est celui en énergie électrique, donc qui couvre les 4 domaines que vous voyez à cet endroit-là. Donc, c'est un modèle qui est très intéressant, qui permet de dérisquer l'innovation, puisque pour qu'un projet soit admissible, son principal critère, c'est qu'il doit être risqué. Il doit avoir un risque. Hein. C'est assez rare en termes de fonds publics. Généralement, les gouvernements. Mais évidemment, s'il n'y a pas de risque, ben, il n'y a pas d'innovation. Alors, on est là pour combler cet espace-là. Bon. Alors, sur le fond de ce dont je voulais discuter avec vous ce soir, c'était comment
Est-ce que la mise en place d'une filière batterie bâtie sur le modèle d'économie circulaire, qui n'est pas le modèle traditionnel dans nos économies occidentales, comment ce modèle-là va se retrouver au cœur de la transition énergétique? C'est quoi les opportunités? C'est quoi les défis? Ça, c'est toujours le mot poli pour dire les problèmes ou les embûches qu'on va rencontrer. Et donc, par rapport au stockage de l'énergie électrique. Alors, on va la reprendre point par point, mais je voulais vous donner une idée un peu de. Et en commençant par une question, évidemment, pourquoi on doit faire une transition énergétique? Franchement, j'imagine que je n'ai pas besoin de l'expliquer à personne ici. Là. Souvent, je passe un petit peu de temps à parler des changements climatiques, mais vous connaissez probablement tous très bien le sujet. Mais il y a aussi une question au Québec, à tout le moins, économique importante. Alors là, j'ai mis un graphique. Vous allez voir, je ne suis pas fan des graphiques personnellement, mais il y en a quelques-uns qui nous permettent de se faire une idée, où on a ici la courbe rouge qui représente la proportion de gaz et de pétrole sur le déficit commercial du Québec, et on s'aperçoit que c'est toujours au-dessus de 50 %, et même récemment, avec les hausses du prix de l'énergie, on est bien au-delà de ça. Donc, si magiquement, ça n'existe pas la magie, mais si magiquement, on se débarrassait de l'entièreté de notre pétrole et de nos gaz, des hydrocarbures qu'on importe, ben, notre déficit commercial serait réduit de moitié au Québec. Donc, évidemment, autant d'argent de moins qui irait stimuler des économies extérieures du Québec. Bon, je voulais quand même commencer pour un avertissement. Je vais vous parler aujourd'hui de transition énergétique. Je ne vous parlerai pas de mobilité, je ne parlerai pas de sobriété énergétique. Ce n'est pas parce que ce n'est pas important, au contraire, c'est parce que, à mon sens, c'est des éléments qu'on doit prendre en parallèle et qui sont parfaitement complémentaires. Malheureusement, on voit parfois de plus en plus une certaine tendance à opposer transition énergétique puis enjeu de mobilité. En disant, par exemple, ce n'est pas des véhicules électriques que ça prend, ce n'est pas de véhicules du tout. Alors que c'est les deux. La bonne solution, c'est-à-dire moins de véhicules, puis ceux qu'on devra avoir idéalement électriques ou autres. Donc, voilà, je me suis scoopé moi-même. Donc, à mon sens, on ne va pas opposer ces deux choses-là. C'est stérile, ça nous mène nulle part. D'une part, parce qu'il n'y a personne dans les faits qui remet ça en question. Alors, j'ai eu la chance d'assister à des colloques, des conférences, des présentations, des états généraux ici au Québec ou ailleurs dans le monde. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un dire on n'a pas besoin d'encourager le transport actif ou le transport collectif. De toute manière, on va tout avoir des chars électriques. Ça n'existe pas. Bon, il y en a peut-être une couple sur Facebook qui le disent, là, mais dans la vraie vie, ce n'est pas un mouvement qui existe nulle part. Et l'inverse devrait, à mon sens, être aussi vrai. Et finalement, à mon sens, c'est un faux dilemme. Hein. Il ne faut pas faire un ou l'autre, il faut faire les deux. Et souvent, de présenter des faux dilemmes, malheureusement, ça a un peu comme conséquence d'inviter à l'inaction. C'est-à-dire, non, il y a une autre solution qui est meilleure, donc on ne va pas avancer sur cette solution-là. Bon, alors ça, c'était un petit peu un avertissement. Je vais y revenir une couple de fois en rappelant que, oui, bien sûr, il faut réduire notre consommation d'énergie, mais l'essentiel de la présentation, c'est, OK, sur l'énergie qu'on va continuer à utiliser encore, qu'est-ce qu'on peut faire et comment la filière batterie va nous aider dans cette transition énergétique-là pour avoir moins de GES émis, entre autres, et autres polluants par unité d'énergie. Et on va le voir sur le volet. Donc, le premier, c'est l'électrification des transports. C'est le plus intuitif, le plus évident, mais aussi en termes de production d'énergie électrique renouvelable ou à tout le moins à bas niveau de GES. Alors, prenons-le un après l'autre.
Ça, c'est des graphiques que notre infographe a développés. Je les aime bien, alors j'essaie de les brancher quand je suis capable, avec l'électrification des transports. Alors, j'ai ici une image résumée d'une étude sur cycle de vie du CIREG qui date quand même déjà un peu, 2016, et je l'ai gardé pareil parce que je l'aime bien. J'ai eu la chance de lire l'étude, donc je lui accorde une certaine confiance. Les études sur cycle de vie, ce sont des outils très utiles et très pertinents pour bien comprendre et pour prendre des décisions, même comme citoyen ou comme élu éventuellement, ou comme gestionnaire. Par contre, c'est un outil utilisé avec précaution parce qu'on peut facilement tweaker quelques hypothèses de départ et arriver à des résultats complètement différents. Peut-être certains d'entre vous se rappelleront, il y a une dizaine d'années, dans le lot des premières études sur cycle de vie, il y avait une organisation qui avait réussi à conclure que sur son cycle de vie, un Hummer était moins polluant qu'une Civic. Okay? En 10 ans, au départ, le Hummer, il va durer 800 000 km, une Civic, après 160 000 km, c'est plus bon. Alors évidemment, la prémisse de départ est mauvaise, la conclusion va être mauvaise. Mais quand même, on a ici, donc en haut, le... As-tu un pointeur là-dessus? Ouais, bon, on va y aller ad lib. Donc, en haut, il y a le véhicule électrique, en bas, le véhicule thermique. Et on voit la contribution en termes de carbone de chacune des étapes. Et ce qu'on constate, évidemment, c'est que le véhicule électrique a une espèce de dette environnementale un peu plus grande à sa sortie de l'usine, à l'arrivée dans les mains du client, puisque les matières premières qui ont été requises, qui ont dû être extraites pour produire le véhicule et surtout la batterie, sont plus importants que dans le cas du véhicule thermique, et la fabrication aussi est plus exigeante. Mais après, rapidement, le bilan se transforme nettement à l'avantage du véhicule électrique parce qu'à l'utilisation, il émet très peu de gaz à effet de serre, surtout au Québec, évidemment, où l'essentiel de notre énergie électrique vient de l'hydroélectricité, des énergies renouvelables, par exemple l'éolienne aussi, qui occupe une part de plus en plus importante. Alors cet écart-là est assez frappant. Il faut quand même garder un bémol en tête, évidemment, dans d'autres juridictions où on utilise des hydrocarbures en partie ou dans certains cas même en totalité, l'avantage est moins grand. L'avantage se resserre de façon importante. Malgré tout, il reste toujours un avantage intrinsèque pour le véhicule électrique qui est, de par sa conception, plus efficace que le véhicule thermique. Pour s'en convaincre, on peut prendre un exemple tout simple, qui est le traditionnel véhicule hybride, là, les premières Civic hybrides et compagnie, où le seul apport d'énergie, c'est l'essence qu'on met dedans, puisqu'il n'y a pas de prise pour se brancher. Et pourtant, le véhicule consomme moins, simplement parce qu'il utilise un moteur électrique plus efficace que simplement un moteur à essence. Donc, un écart qui est intéressant, et avec le temps, ce qu'on constate, alors là, je vais être obligé de faire une petite parenthèse, mais de façon générale, dans le temps, on constate que le parc de production d'énergie électrique est de plus en plus vert, qu'on émet de moins en moins de GES par unité d'énergie produite. Et là, ma parenthèse, c'est que, bon, avec la guerre en Ukraine et entre autres en Europe, c'est pas ce qu'on constate présentement. On a l'Allemagne, par exemple, qui doit réouvrir des centrales au diesel suite à ces difficultés d'approvisionnement en gaz. Et on a en France, suite à une planification questionnable de l'entretien des centrales nucléaires, aussi une réouverture de centrales thermiques. Mais bon, ça reste quand même quelque chose d'assez ponctuel dans le temps. Dans le cas de la France, puisqu'on fait l'entretien de ces réacteurs nucléaires-là, il faut raisonnablement prévoir qu'ils seront réouverts et qu'on va donc refermer les centrales thermiques. Et pour le cas de l'Allemagne, quand même, il y a une volonté dans le temps
de revenir à des développements de ressources naturelles. Il y a déjà un bon leadership en termes d'éoliennes et de panneaux solaires. Et reste que si on enlève le contexte européen, partout dans le monde, le parc se verdit. A contrario, dans le cas de l'essence, l'essence qu'on met dans les véhicules ou dans n'importe quel moteur thermique s'en vient de plus en plus polluant. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était plus jeune, qu'on regardait les dessins animés, il y avait ce coyote idiot ou autre personnage de dessin animé qui creusait, puis à un moment donné, il se faisait éjecter par un puits de pétrole qui giclait. Bien, c'est fini, ça. On se doute bien que ces pétroles-là, abondants, faciles d'accès, qui sortent presque seuls du sol, on l'a déjà épuisé. Et là, on doit aller plus loin, on va offshore, on va dans les sables bitumineux en Alberta pour essayer toujours d'aller chercher plus de pétrole. Les sables bitumineux, c'est un bon exemple parce que lorsqu'on sort 3 barils de pétrole des sables bitumineux, il y en a un des 3 qui sert à sortir les 3 prochains. C'est pas très efficace comme système. Et devinez quoi? Ils ont pris les meilleurs sables bitumineux en premier. Donc, les prochains sables bitumineux qu'on va aller chercher vont être encore plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, que ce soit au Québec, mais même dans les autres juridictions, l'écart en faveur du véhicule électrique, en termes d'impact carbone, va s'améliorer et s'agrandir dans le temps. Alors, parlons-en de la batterie, puisqu'on a une présentation qui s'intitule « Filière batterie ». Et on va parler d'abord de la première vie des batteries. L'enjeu dans un véhicule électrique, c'est la densité. Hein. C'est pour ça que ça a été si long à revenir avec des véhicules électriques. Je dis revenir parce que les premiers véhicules, les premières automobiles étaient électriques aussi. Alors, mais évidemment, déplacer une voiture, s'il y en a d'entre vous qui récemment avaient dû pousser pour sortir d'un banc de neige la voiture, ça prend beaucoup d'énergie et on n'a pas beaucoup d'espace. Hein. Les premiers véhicules électriques, on mettait les batteries dans le coffre, puis là, les gens, il n'y avait plus d'endroit pour mettre tout ce qu'on met dans un coffre d'auto. Et ça ne marchait pas, ce n'était pas très populaire. Maintenant, on les met dans le plancher. Je ne sais pas ce que j'ai brisé, mais donc on les met dans le plancher, mais il reste qu'on a relativement peu d'espace pour stocker beaucoup d'énergie. Et ça, on peut le faire avec des batteries neuves de technologie récente. Maintenant, avec le temps, la capacité des batteries se dégrade. Et se pose alors la question, à partir de quand la batterie d'un VE n'est plus bonne? Et plus bonne. Plus bonne. Plus dans le sens de non bonne, pas plus bonne. Et on peut faire l'exercice mental ensemble. Supposons que vous achetez cette Chevrolet Bolt-là, malgré qu'elle est orange, et qu'elle a 417 km d'autonomie. À partir de quand la batterie qui est dedans n'est plus bonne? Est-ce que c'est à partir de 405 km? 390? 320? Est-ce qu'à 275 km, la batterie est plus bonne? Bien, on peut se dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des Hyundai Ioniq qui ont une autonomie de 274 km. Donc, la batterie de la Chevrolet Bolt qui avait au départ une autonomie de 417 km, aujourd'hui, qui n'en a que 264, elle est encore bonne. Elle est encore bonne puisqu'il y a des gens qui achètent des voitures neuves avec cette autonomie-là. Et si ça ne vous convient plus, vous n'allez pas changer la batterie, vous allez changer de voiture. Et la voiture qui ne convient plus, par exemple, à une mère de famille ou un père de famille qui fait beaucoup de kilométrage, va très bien convenir à un étudiant pour aller au cégep ou dans les bars. La grande conclusion de ça, c'est que la plupart des véhicules électriques, là, on exclut les accidents, les défauts, les buggy, mais la plupart vont garder la même batterie jusqu'à la fin du véhicule électrique. Et même dans bien des cas, ça va être encore la pièce qui va valoir le plus cher quand on va emmener le véhicule à la casse. Maintenant, il y a d'autres solutions pour entreposer de l'énergie électrique. La batterie est la plus intuitive, mais il y a aussi l'hydrogène. Dans ce cas-ci, de l'hydrogène vert. C'est l'hydrogène qui est produite à partir de l'électrolyse de l'eau. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait ça en physique au secondaire. Là. On fait passer un courant dans un eau avec une hydrolyte.
Puis là, après ça, on recueille dans deux tubes différents. D'un côté l'oxygène, de l'autre côté l'hydrogène. On tourne le tube, on met une allumette, ça fait pouf! On vient de gaspiller l'hydrogène comme ça. Mais donc, c'est une possibilité, et on l'a dit verte, parce qu'évidemment, si on a fait cette opération-là avec de l'électricité bas carbone, de l'électricité venant de sources renouvelables, bien, on n'a pas utilisé, on a un impact carbone très faible. Cela dit, malheureusement, sur le marché actuellement, la très grande majorité, plus de 90% de l'hydrogène qui est consommé, c'est de l'hydrogène qu'on dit gris, qui est un sous-produit de l'extraction des hydrocarbures, entre autres du fracking, craquage, merci. Et donc, et la raison pour ça, c'est une question de coût essentiellement pour l'instant, puisqu'on a peu de volume d'hydrogène vert, que les technologies restent à développer et que, par ailleurs, on extrait beaucoup d'hydrocarbures, mais on a beaucoup de ce sous-produit-là. Dans le temps, on peut penser que l'hydrogène vert, le prix va diminuer, et si on finit par réduire notre dépendance aux hydrocarbures puis on en produit moins, bien, il y aura moins d'hydrogène pris et peut-être que l'hydrogène vert va prendre le dessus. Par contre, il y a un problème avec l'hydrogène vert, c'est son efficacité, ou plutôt son inefficacité. Donc, le cycle électrolyse, stockage, transport, dans l'ordre inverse, transport, stockage, puis ensuite de réutiliser dans une pile à combustible qui est dans une voiture électrique. Ce cycle-là est extrêmement inefficace. On parle facilement d'un ratio de 1 pour 3. Donc, vous prenez 3 joules d'énergie électrique, vous l'entrez dans l'électrolyse, vous passez à travers toutes les étapes, et à l'autre bout, dans les roues, il y a un seul des 3 joules qui se rend aux roues. Donc, ce n'est pas très efficace. Il y a une partie de ça qui est due à des contraintes technologiques sur lesquelles on a un certain contrôle, qu'on peut innover et améliorer, mais il y a aussi un certain nombre de contraintes qui sont physiques, qui sont dues au changement d'état de la matière et sur lesquelles on n'aura jamais aucune prise, à moins de changer les lois de la physique. Donc, pas mal tous les experts s'entendent pour dire que ça ne deviendra pas une solution à grande échelle. L'espèce de rêve d'avoir un auto électrique, un auto à hydrogène grand public, où on continue à faire comme avant, c'est-à-dire à aller à la station-service, faire le plein, puis on repart, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas assez rentable d'un point de vue économique et environnemental. Par contre, on peut s'imaginer certains usages où l'utilisation de l'hydrogène pourrait être adaptée, surtout des usages très énergivores. On peut penser à l'avion, par exemple. On peut penser au train. Le train, sur les grands axes, Montréal-Toronto ou même Québec-Sarnia, on pourrait penser facilement avoir, comme en Europe d'ailleurs, ils le font, des caténaires, puis directement alimenter en électricité le train. Ça serait beaucoup plus efficace. Et même si c'est des milliards d'investissements, il reste que dans le temps, ça se rentabilise assez facilement pourvu qu'on ait un peu de volonté politique. Par contre, il y a des tronçons vers la Côte-Nord, le nord québécois, où ça va être difficile de justifier une telle infrastructure sur tout le trajet, mais on pourrait arriver à Québec, par exemple, partir vers le nord en ajoutant un wagon génératrice hydrogène qui continuerait, qui, même s'il serait moins efficace, l'alternative à l'essence serait encore plus coûteuse et assurément beaucoup plus polluante. Donc, pas à rejeter du revers de la main, mais il ne faut pas non plus mettre trop d'ambition sur l'hydrogène vert compte tenu de sa performance énergétique. Bon. Alors, ça, on fait le tour un peu rapidement des véhicules électriques. On peut aller maintenant sur la question des énergies renouvelables. Et ça, c'est un sujet dont on parle moins dans l'actualité auprès du grand public. Donc, on va prendre quelques minutes pour regarder un peu c'est quoi le rapport avec la filière batterie et en quoi ça s'inscrit dans une économie circulaire, en quoi ça doit s'inscrire dans une économie circulaire. Le problème de l'essentiel des énergies renouvelables,
c'est l'absence de synchronisation entre le moment où naturellement on produit l'énergie et le moment où on la consomme. Alors, au Québec, c'est facile. La pointe de la pointe de la pointe de la consommation, c'est typiquement un mercredi de février à 18 h. Tout le monde rentre chez eux, part le chauffage, l'eau chaude et tout, et tout, et tout. Or, c'est quoi la production solaire à ce moment-là? Zéro. Évidemment, il fait noir. Okay? Mais c'est vrai aussi avec l'éolien, c'est vrai avec le marémotrice. Bon, il n'y a que l'hydraulique, l'hydroélectricité, on est un peu béni là-dessus au Québec, qui échappe à cette règle-là où on peut vraiment ajuster et synchroniser la consommation avec la production. Et on n'a pas le choix, si on exclut le stockage, on n'a pas le choix de faire ça dans un réseau électrique. À un moment donné, à tout moment, sur un réseau électrique, la production doit être égale à la consommation. Sinon, ben, ça ne fonctionne pas. Okay? Même l'hydroélectricité, là-dessus, qui est avantageuse, ben, elle a quand même un certain impact environnemental, surtout au niveau de la mise en place du barrage, par exemple, du réservoir, qui inclut l'inondation d'un certain nombre de terres. Mais aussi, un peu comme je le disais tantôt pour les gaz, les sables bitumineux, ben, au Québec, puis partout dans le monde, les meilleurs sites, on les a déjà pris. Hein? Quand on a commencé avec Hydro-Québec à faire des barrages un peu partout au Québec, on a pris les meilleurs sites en premier. On n'a pas dit on va commencer par le 17e. Donc, évidemment, à chaque fois qu'on fait un nouveau barrage, ben, on a un site qui est de moins en moins intéressant. Donc, on ne pourra pas compter éternellement que sur l'hydroélectricité, nous et surtout ailleurs dans le monde. Bon, alors, ouais, c'est ce que je viens de dire. Donc, si on n'a pas de possibilité de stockage, on va être limité dans nos capacités de déployer sur nos réseaux électriques un portfolio d'énergie renouvelable. Alors, je n'ai pas mis de chiffres. J'ai déjà, il y a quelques années, assisté à une conférence à Oslo. Ils se sont pratiquement arraché la tête en s'ostinant sur c'est quoi la part de l'éolienne qu'on peut mettre dans un réseau électrique. Ça dépend d'un paquet de paramètres, mais c'est sûr qu'il y a une limite si on n'est pas capable de stocker cette énergie-là. Okay? Donc, il faut pouvoir le faire si on veut réussir notre transition énergétique. Particulièrement vrai pour les réseaux isolés, genre les îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine, vous voyez c'est où? Présentement, ils produisent une génératrice, ils produisent avec du coke. Pour ceux qui sont moins familiers, c'est le type de pétrole le plus dégueulasse que vous pouvez penser. Là, une fois que vous avez extrait tous les produits pour les avions, pour l'essence, il vous reste une espèce de truc hyper visqueux dans le fond. Ben, c'est ça qu'on brûle aux îles de la Madeleine présentement. Mais il reste qu'il y a toujours un enjeu, même par exemple sur des sites de minières, de plus en plus, les compagnies minières, ils s'installent dans un site isolé, ils amènent une coupe d'éoliennes, une coupe de panneaux solaires, mais ils ont toujours, pour l'instant, besoin d'une génératrice au diesel parce que la production n'est pas synchronisée avec la consommation. Si on veut se débarrasser de cette génératrice au diesel-là, qui sont très polluantes, parce qu'en plus, le diesel, il faut le shipper des fois par avion dans le nord du Québec, par exemple. Et si on veut s'en débarrasser, il va falloir trouver des solutions pour le stocker. Ouais, là, je vais vous parler du très excitant gestion de la demande de puissance. C'est encore moins discuté dans les pages de la presse et même du Journal de Montréal, surtout du Journal de Montréal, mais c'est quand même un enjeu super important dans nos sociétés, tellement que justement, comme j'ai réussi à trouver, c'est ce guide-là d'Hydro-Québec, gestion de la puissance. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde est familier avec la distinction entre énergie et puissance? Hein, l'énergie, la puissance, c'est la quantité de travail instantané qu'une énergie peut produire en termes de travail et la somme de toutes ces puissances-là dans le temps, pour ceux qui sont forts en mathématiques, l'intégrale de la puissance dans le temps, bien, ça donne l'énergie. Si on prend un parallèle qu'on utilise souvent, c'est le boyau d'arrosage. Le débit du boyau, c'est la puissance, puis la quantité d'eau qui va sortir après un certain temps du boyau, ça va être l'énergie. Bon, si on continue sur cette
comparaison-là, puis on se dit, ben, je veux remplir ma piscine qui est vide, j'ai besoin de 20 000 litres d'eau. Bon, la façon la plus simple, c'est que vous prenez votre boyau d'arrosage, vous l'ouvrez au maximum, vous le laissez dans la piscine, puis après une journée ou deux, selon la taille de la piscine, elle va être pleine. Okay? Maintenant, si vous vous dites, non, mais moi, je ne veux pas ou je ne peux pas, je vais la remplir tout de suite, ben, vous pouvez venir faire venir un camion-citerne avec une pompe au diesel, vous raccordez illégalement à la bonne fontaine, siphonnez d'eau sur l'eau au réseau public, vous allez remplir votre piscine en 15-20 minutes. Vous avez besoin aussi d'un pompier assez costaud pour tenir le boyau d'arrosage, parce que sinon vous risquez de péter une coupe de vos chaises de jardin quand le boyau va se mettre à se promener partout. Mais donc, on est capable de se figurer que cette deuxième situation-là est beaucoup plus coûteuse, tant au point de vue monétaire qu'au point de vue environnemental, que de juste attendre que le boyau se remplisse. Et donc, le coût de l'énergie, de la puissance qui est en pointe, est beaucoup plus cher que le reste de l'énergie qu'on va consommer. Et c'est vrai, ça, soit on utilise, comme je disais, un plus gros tuyau, si on veut, mais ça peut être aussi tout simplement parce qu'on est plus nombreux en même temps à remplir notre piscine, par exemple, à consommer de l'eau. Anecdote, vous savez, au Québec, le moment où il y a eu la plus grande consommation d'eau au Québec, simultanée, c'est pendant les pauses commerciales des filles de Caleb. Okay? Donc, tout le monde se lève en même temps. À l'époque, ce n'est pas Netflix, tout le monde écoutait en même temps. Tout le monde se lève, va aux toilettes, flush les toilettes, prend un peu d'eau, et blablabla. Et c'est pas beaucoup, mais tout ça en même temps fait que dans certaines usines au Québec, il y a eu des alertes qui se sont allumées, tout simplement pour dire il y a un tuyau d'éclaté, il y a une fuite d'eau, il y a quelque chose qui se passe, la pression s'effondre. Mais donc, cette réalité-là, dans l'énergie électrique, on le vit, le Québec le vit à chaque année. Vous vous rappelez, d'ailleurs, souvent, ils disent ça, hein? Pouvez-vous réduire votre consommation? Là? Il va faire bien frais pour réduire votre consommation. Puis après ça, on entend aux nouvelles, Hydro-Québec est en surplus d'énergie. Comme si on en a trop ou on en manque l'électricité? Alors, la réponse, présentement, l'électricité, on en a trop, on est en surplus énergétique. Ce qu'on manque, c'est de la puissance, quelques heures par année. Et cette puissance-là nous coûte très cher. Okay? Et elle a un impact sur la totalité de l'infrastructure. Ce n'est pas juste, il faut produire plus, donc il faut avoir plus de centrales, mais ça prend plus de postes de transformation, ça prend plus de pylônes électriques, de câbles, ça prend des postes de distribution avec des plus gros transformateurs, des lignes plus grosses électriques dans nos rues, plus de transformateurs sur les poteaux, des entrées électriques plus grosses, partout, tout le temps. Donc, au Québec, j'en parle un peu plus parce que dans le résidentiel, on paye juste l'énergie. On paye, à moins que vous ayez vraiment une grosse maison, là, vous regardez votre facture, vous avez un petit abonnement là, ridicule, 2-3 $ par mois, mais sinon, vous payez les kilowattheures, hein, l'énergie que vous consommez dans le mois, indépendamment de la puissance que vous avez. C'est partout pareil. En Europe, en France, si je ne me trompe pas d'ailleurs, quand on souscrit un abonnement, on souscrit un abonnement qui est différent en fonction de l'entrée électrique. Si on a une entrée 50 ampères, ce n'est pas le même prix que si on a une entrée 200 ampères. D'ailleurs, des entrées 200 ampères en France, franchement, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, on n'a pas l'habitude de prendre en compte ce paramètre-là. C'est le cas pour les entreprises au Québec et les industriels. Et donc, cette puissance appelée-là, dans certains cas, va coûter plus cher à une entreprise qui gère mal sa puissance que l'énergie qu'elle va consommer. Bon, donc, on revient aux batteries. Je voulais d'abord vous sensibiliser à l'importance de cet enjeu-là, de son impact économique et environnemental. Et donc, évidemment, l'écrêtage, enlever les crêtes des pointes. Hein, on peut se rappeler de Horacio Arruda. Hein, il faut aplatir la courbe. Ce n'est pas vrai juste pour les pandémies, c'est vrai aussi pour l'énergie électrique. On va utiliser les batteries pour faire ça. Tout le monde s'en rappelle, hein, d'Horacio. Donc, vous allez repartir ce soir, vous allez vous en rappeler. Et là, donc, l'énergie, on peut entreposer un certain nombre d'endroits, mais un des grands intérêts de la batterie, c'est qu'elle est facile à décentraliser à toutes nos maisons de banlieusards tranquilles avec une piscine en arrière de la chaîne. C'est assez facile de mettre 2-3 batteries là facilement, mais même dans les immeubles
à logement, dans la chambre technique, on peut entreposer des batteries à ces endroits-là. Et l'avantage de la décentralisation, c'est que ça permet de diminuer toute l'infrastructure électrique en amont de l'endroit où on l'entrepose. Alors, par exemple, on pourrait décider de dire, bon, on va mettre tout plein de batteries au pied de nos éoliennes, là, puis on va entreposer l'électricité là, et comme ça, quand l'éolienne va tourner moins, ben, on prendra l'énergie sur les batteries, puis on l'envoie dans le réseau. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même avoir un réseau avec des transformateurs, des fils, des pylônes, qui va être capable de supporter toute cette pointe de puissance-là, qui a un impact environnemental inutile, alors que si on n'a pas de décentralisé, on n'a plus cet enjeu-là. C'est moi qui fais flasher quand je... Non, ça n'a pas rapport. Bon, un autre bonus, c'est que, bien évidemment, si on a des batteries chez nous, on a une alimentation d'urgence en cas d'interruption du courant. On le sait, avec les changements climatiques, ça va être de plus en plus fréquent. On va avoir de plus en plus d'interruptions de courant. Ils vont être de plus en plus longues. Et donc, d'avoir des batteries chez eux, c'est peut-être s'éviter ce mal-là, et en tout cas, éviter d'avoir à utiliser une génératrice au diesel, ou à l'essence, pas si polluant que ça, mais quand même, dans le cas, par exemple, d'un hôpital ou d'un bâtiment de grosse importance, la consommation d'urgence peut être importante. Well, on a les batteries qui pourraient être dans le fond de votre cours, mais très bientôt, nous, chez Innover, présentement, on a des projets pour l'utilisation bidirectionnelle, dans le fond, des batteries de véhicules électriques. Alors, on le sait présentement, on va changer de main. Donc, présentement, l'autonomie des véhicules électriques se stabilise autour de 400-500 km. Dans les premières années, il y avait une courbe, ça montait, puis à un moment donné, ça devient juste inutile d'aller plus haut. Mais même à 400-500 km, la plupart du temps, vous revenez, à la fin de la journée, vous avez fait 30 km, 40 km. Donc, il vous reste encore plein d'énergie dans votre batterie de véhicule électrique. Et devinez quoi? Vous revenez en pleine pointe. En fait, c'est parce que vous revenez à la maison qu'il existe une pointe. Alors, plutôt que de prendre l'énergie sur le réseau, la chose intelligente à faire, c'est de la prendre dans votre batterie de véhicule électrique qui continue à se décharger et qui, à 2 heures du matin, pourra recharger et repartir le cycle le lendemain. D'autant qu'il y a une autre petite pointe le matin quand on se lève, donc on peut encore repuiser dans cette batterie-là. Ça va permettre aussi de rentabiliser un peu les véhicules, là, qui, on ne se le cache pas, la plupart du temps, ils ne foutent rien. Là. 95% du temps, un auto, c'est juste stationné comme ça. Donc, on pourrait au moins un peu rentabiliser cet investissement-là en rendant les véhicules bidirectionnels. C'est déjà possible techniquement, il y en a déjà quelques bricoleurs qui le font, mais il reste encore un peu de travail à faire pour qu'on puisse le déployer à plus grande échelle. Bon, alors, très sommairement et peut-être rapidement, je m'en excuse, mais quand même exposer pourquoi on doit stocker de l'énergie. Si on compare les différentes approches, je ne ferai pas une revue exhaustive, on n'a pas le temps, mais les batteries, je vous en ai parlé, très efficaces. Quand je parle d'efficacité, c'est combien d'énergie on peut restituer par rapport à l'énergie qu'on a mis dans la batterie. Donc, peu de pertes malgré tout. Très performante. On peut sortir des grandes quantités d'énergie très rapidement. On peut entreposer des grandes quantités d'énergie très rapidement. Très flexible. Charge, décharge, charge pendant 5 heures, décharge pendant 2 heures, peu importe. On peut décentraliser ça assez facilement. Par contre, la faiblesse des batteries, c'est le stockage à long terme. Déjà parce qu'il y a une perte chimico-physique qui se fait dans la batterie si on la laisse juste reposer. Donc, on perd de l'énergie. Et bon, d'un point de vue économique, compte tenu du coût de la batterie, bien, si vous achetez une batterie pour la charger une fois puis que vous ne faites rien pendant 6 mois, bien, c'est très cher payé finalement et c'est peu probable que vous réussissiez à le rentabiliser. Les batteries neuves, bien sûr, ont une grande densité. Avec le temps, cette densité-là diminue. Si on compare, par exemple, à l'hydrogène vert, qui peut aussi être utilisé pour la production d'énergie renouvelable, pour l'écrêtage des pointes, ben, on a un modèle qui est beaucoup plus intéressant
pour le stockage à long terme, sous pression, ou même sous forme liquide. On peut garder ça très longtemps sans qu'il y ait de perte. Une performance correcte, peut-être pas autant que la batterie à grosseur égale d'infrastructure, mais qui va à plusieurs applications. Par contre, on l'a vu, c'est toujours le même problème d'efficacité du cycle d'électrolyse puis de restitution en électricité. Des infrastructures qui sont plus importantes, c'est des équipements plus compliqués. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'on n'a pas mis décentralisable, parce que la possibilité que vous ayez ce genre d'équipement-là dans une maison, avec les enjeux de sécurité autour de l'hydrogène, sont quand même assez faibles et assez coûteuses, surtout pour l'instant. J'ai mis un autre, je l'aime beaucoup, là, le bassin hydraulique. On aurait pu en mettre plusieurs, mais c'est juste dire, il y a plusieurs façons de stocker l'énergie. En gros, dans un bassin hydraulique, on trouve un point élevé, on creuse un gros trou. Quand on a un surplus d'électricité, on prend des pompes, on monte de l'eau dans le trou. Et quand on manque d'électricité, on fait descendre l'eau dans un conduit, on le turbine dans une turbine électrique et on produit de l'électricité avec ça. En fait, c'est un peu ce qu'on fait dans nos barrages, avec nos barrages hydroélectriques, sauf qu'au lieu d'utiliser l'électricité pour pomper l'eau en haut, c'est le soleil qui fait monter l'eau par évaporation. On pourrait dire, si on était plus riche, que l'hydroélectricité, en fait, c'est une énergie solaire, puisque la part énergétique de base, c'est le soleil. Bon. Sur cette digression, le bassin hydraulique, très intéressant pour le stockage à long ou à très long terme. C'est coûteux en termes d'infrastructure, donc le potentiel économique à court terme n'est pas vraiment là. À long terme, ça peut être très intéressant. Mais évidemment, il y a des contraintes de terrain, ça prend des espaces, des dénivelés. En ville, c'est difficile, on n'a pas l'espace pour ça. Souvent, on n'a pas le dénivelé. On pourrait s'imaginer des constructions là, style château d'eau qu'on voit plus souvent en Europe, où on amène des bassins, des ballons d'eau en hauteur afin de créer une pression par gravité dans les systèmes de distribution. Si on décollecte un château d'eau d'un système de distribution d'eau puis on met en bas une génératrice, on pourrait produire de l'électricité comme ça. Par contre, château d'eau, de l'acier, du béton, une construction, ça a une durée de vie limitée, donc ça représente quand même pas mal d'énergie. Il n'y a pas de solution parfaite, mais pour la plupart des applications, ça va être les batteries qui vont se démarquer. Bon. Économie circulaire. J'ai repris le logo québécois sur les 3 R. Alors là, j'en ai laissé un de côté, je vous l'ai dit dans mon avertissement, le réduire, on le prend pour acquis. Oui, il faut de la sobriété énergétique, mais parler de récupération et de recyclage des batteries. Alors, on en a parlé, batteries de véhicules électriques ont besoin d'une grande densité. Avec le temps, ça commence à poser problème. On voit déjà un certain nombre de batteries qui finissent leur vie dans des véhicules électriques, qui sont utilisées dans d'autres véhicules, des véhicules qui ont moins besoin d'une densité énergétique importante, des véhicules de service, de loisirs, les petits karts là, qui se promènent sur les terrains de camping ou les terrains de golf, la micromobilité, on voit ça, des bisouneux dans leur garage qui prennent une batterie d'auto, qui la défont en module, parce que c'est toutes des modules à l'intérieur, puis qui vont la mettre véhicule électrique, vélo électrique, scooter électrique, et ainsi de suite. Mais cela dit, la plupart des batteries de véhicules électriques vont d'abord être réutilisées, avoir une deuxième vie comme batterie stationnaire. Okay? Comme je viens de le dire, pour faciliter le déploiement des énergies renouvelables et la très excitante gestion de la pointe. Par contre, ça se fait déjà. C'est quoi l'enjeu avec les batteries neuves? C'est qu'elles sont inutilement chères pour l'application qu'on en a besoin. Et avec le temps, on va vouloir récupérer de plus en plus ces batteries-là en fin de première vie pour leur donner une deuxième vie comme batterie stationnaire et l'utiliser dans des cas où la densité n'est pas importante. Et là, on se retrouve dans un cercle, le cercle virtueux, c'est-à-dire que vous vous rappelez ici la petite flèche où, avec le temps, le parc de production électrique se verdit. Évidemment, plus on va être capable d'introduire à bas prix des batteries pour favoriser les énergies renouvelables, pour diminuer
les pointes de consommation et tout ce que ça pose comme pression sur l'environnement, bien, plus l'énergie électrique va devenir basse en émissions de GES. Donc, les véhicules électriques vont contribuer à verdir le parc d'énergie qui fait fonctionner ces véhicules électriques-là. Alors, on passe maintenant au dernier R, le recyclage. Après avoir connu 2, peut-être 3 vies, on verra, mais au moins 2 vies, la batterie va devoir être recyclée un jour. Oui, elle n'aura plus la capacité d'accomplir ses fonctions. Les technologies existent déjà, bien avant les besoins. D'ailleurs, ça, c'est assez rare dans les industries de nos sociétés mercantiles. Là, généralement, le modèle économique, c'est on fait le plus possible ce qu'on peut faire avec ce qu'on a présentement, puis quand ça va merder plus tard, on laissera à ceux qui sont là le soin de se débrouiller. Mais dans ce cas-ci, la technologie est déjà là. On a au Québec, par exemple, Lithium, ça date de 2001, qui annonçait leur procédé de fabrication. On parle de taux de recyclage de 95 %. Donc, c'est paradoxalement assez simple, ou en tout cas, on sait déjà comment faire. L'enjeu est plus technique que technologique. Donc, la technologie, on la comprend, on sait comment le faire. L'enjeu est technique, c'est comment on va le faire. Entre autres, si vous regardez l'image ici, vous voyez plein de plastique, puis de gugus, de régulation de température et tout ça. Et c'est ça qui est compliqué. C'est de se rendre au substrat, se rendre dans la batterie pour finalement extraire, recycler les matériaux qui sont dans la batterie. L'autre enjeu qu'on a d'un point de vue économique, c'est que ces batteries-là, ils sont faites en grand volume par des robots, puis ils sont démontés pour l'instant par des humains. Donc, on voit que le modèle, pour l'instant, il ne tient pas. Ce n'est pas un enjeu de technologie, c'est un enjeu de volume, c'est un enjeu d'uniformiser, entre autres, comment on fabrique les batteries, comment les connecteurs sont utilisés. Hein. C'est le même cas pour le recyclage. Tantôt, je vous disais, ouais, les batteries recyclées, stationnaires, si vous en avez besoin de plus, vous en empilez 2, 3, une par-dessus l'autre, et voilà. Bon, j'ai un peu tourné les coins ronds parce que déjà, est-ce qu'ils s'empilent une par-dessus l'autre? Ils ont-ils des dimensions semblables? Est-ce qu'ils vont se mettre à chauffer? Est-ce que les connecteurs fit un dans l'autre? Est-ce que les systèmes de gestion de l'énergie fonctionnent ensemble? Alors, évidemment, présentement, c'est un peu le bordel. Chacun des manufacturiers fait à sa tête. Et c'est ça qui, pour l'instant, nous bloque dans le recyclage des batteries. Il faudra uniformiser tout ça. Et maintenant, on pourrait se dire, ah ouais, fait que là, il faut compter sur les manufacturiers pour uniformiser. Ça va être compliqué. Mais non, parce qu'ils ont un intérêt là-dedans. En fait, ça, c'est une photo que j'ai prise cet automne au Batteries Event 2022, qui, comme son nom l'indique, a eu lieu en France. Donc, au Batteries Event 2022, on avait des présentations de grands manufacturiers de batteries. Dans ce cas-ci, c'est Northvolt qui a comme cible d'avoir 50%, la moitié des intrants en matériel qui vont être recyclés dès 2030. Il y en a un autre qui a dit dès 2032. Et là, il y a une espèce de petite compétition. Et bon, vous voyez des éoliennes au loin. Sur d'autres slides, il y avait des feuilles vertes, puis tout ça. Là, c'est toujours un peu le même pattern. Mais au-delà le branding d'une batterie qui contient 50% de matière recyclée, l'intérêt, il est surtout économique. Parce qu'évidemment, le minéraux que vous prenez d'une précédente batterie va coûter beaucoup moins cher que celui que vous devez aller extraire dans le sol. Donc, ça l'amène beaucoup d'experts et d'intervenants et de joueurs, et enfin moi-même, à quand même avoir un drapeau jaune, peut-être même rouge, sur le fait qu'on va se retrouver rapidement avec une pression importante sur l'approvisionnement en batterie à recycler. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, et même encore aujourd'hui, là, chez les électrosceptiques, sur le web, on voit « Ouais, mais là, les batteries, c'est juste un nouveau problème. On va se retrouver avec des piles de batteries accumulées en quelque part qu'on ne saura pas quoi faire avec. » Et moi, ma préoccupation, c'est, bon, un, ça n'arrivera pas, mais deux, c'est plus, est-ce qu'on va envoyer au recyclage des batteries qui sont encore parfaitement bonnes pour une deuxième vie?
est-ce qu'on va sauter le deuxième R, le recyclage, pour aller la récupération, pour aller directement au troisième R, le recyclage? Ça, c'est une vraie préoccupation. Et même tout ce changement de paradigme-là, cette circularisation de l'économie, je ne suis pas sûr du terme, mais vous comprenez, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Qui n'est pas évident pour le grand public, mais même pour nous qui sommes sensibilisés, on a, et moi le premier, je m'y prends souvent un peu avec cette vision de l'économie linéaire habituelle. T'extrais, tu produis, tu consommes, tu jettes, puis tu recommences. Okay? Et donc, c'est tellement vrai que, par exemple, dans la première version du règlement sur les matières résiduelles du gouvernement du Québec, qui a été adopté l'année dernière, je pense, on incluait les batteries de véhicules électriques là-dedans, dans la même catégorie que des solvants à peinture que plus personne ne veut, qu'on ne sait pas quoi faire avec, alors que ce n'est pas une matière résiduelle. Les gens, le problème, c'est plus, est-ce que ces matières-là, est-ce que ces minéraux-là vont rester au Québec, par exemple, ou ils vont repartir à l'étranger? Je pense que je suis allé un petit peu trop vite. Et donc, il faut considérer le stock de batteries en circulation comme un gisement en lui-même. Donc, présentement, par exemple, on veut attirer, pour du développement économique, bien sûr, des entreprises manufacturières de batteries au Québec. On leur dit, on a des minéraux, on a du lithium, du cobalt, et ainsi de suite au Québec. On peut vous approvisionner de façon plus écologique. Oui, 2 minutes. De façon plus écologique, de façon plus sûre que la Chine. Mais il faut leur dire aussi, mais on est des précurseurs en Amérique du Nord. C'est ici qu'entre autres, il y a le plus de véhicules électriques par habitant. On va aussi avoir, dans les prochaines années, un approvisionnement sûr en substrats recyclés, en batteries qui auront fini première et deuxième vie. Mais il faut s'assurer que ces batteries-là ne retournent pas, Tesla ne les ramène pas en Californie, que chacun repart avec, surtout qu'on les a subventionnés. Hein? Quand on subventionne des véhicules électriques, c'est essentiellement la batterie qu'on subventionne, ce n'est pas l'auto comme tel. Alors, si on subventionne une batterie, puis qu'à la fin de sa première vie, au lieu d'être utilisée en batterie stationnaire, elle retourne en Californie, elle est rentrée dans la prochaine Tesla, puis on la subventionne une deuxième fois, pas terrible comme move. Donc, il faut avoir vraiment ce changement de paradigme-là. Et ça va même jusqu'à comment on fait nos analyses de cycle de vie. Et qu'est-ce qui advient de la portion très approximative que j'ai encerclée en rouge là? À partir du moment où la batterie, on sait qu'elle va ou qu'elle devrait avoir une deuxième vie comme batterie stationnaire, à quel point c'est juste de l'intégrer à 100% dans le cycle de vie du véhicule électrique? Alors, ça ne devrait pas être le cas. Il devrait y avoir une partie de ce poids carbone-là qui est affecté à la prochaine vie du véhicule électrique ou même au processus de recyclage qui va avoir lieu en un troisième temps. Et vous voyez qu'évidemment, quand on va faire ça, ça va encore plus creuser l'écart en faveur du véhicule électrique. Voilà. C'était ce processus-là que j'ai essayé de vous emmener par étapes, un peu rapidement, encore une fois désolé, mais sur lequel toute la filière, partant de l'extraction, bien sûr, ça va continuer encore pendant plusieurs années, mais aussi la production, l'utilisation, la récupération, le recyclage des batteries va devenir un enjeu géostratégique pour nos sociétés, comme pouvait être l'or noir pendant des décennies. Et ça, tant du point de vue qu'environnemental et qu'économique. En fait, dans ce cas-ci, les deux sont parfaitement alignés. C'est pour ça qu'on a, entre autres, des gros multinationales qui sont devenus subitement fans du recyclage, mais c'est parce qu'économiquement, ça fait un sens. Voilà. Question. S'il nous reste du temps. Alors, cette batterie-là va être beaucoup plus difficile à recycler. En fait, elle va être beaucoup plus difficile à réutiliser. Donc, une fois que le téléphone, entre autres les téléphones d'une certaine marque avec un icône de pomme qui ont la réputation d'avoir une vie prématurément courte,
souvent, quand on change le téléphone, la batterie n'est plus bonne à l'intérieur et elle va probablement aller directement au recyclage sans être réutilisée. Dans le cas de d'autres téléphones qui, par conception, ont une batterie qui pourrait être encore bonne lorsqu'on veut se débarrasser du téléphone, on pourrait imaginer qu'elle soit réutilisée dans un autre composant électronique. Et l'enjeu, techniquement, il n'y a pas de difficulté à ça. L'enjeu, c'est un enjeu de connectique, de comment elle va se brancher, comment elle va être utilisée, est-ce qu'elle va être compatible. Et même dans certains cas, pour tous les équipements miniaturisés comme ça, il y a des enjeux de volume to byte, qui fait, par exemple, que vous pouvez, il n'y a aucun, et là, dans ce cas-là, je parle d'Apple parce que c'est le seul que je connais, mais il n'y a aucun produit Apple où vous pouvez passer une batterie d'une à l'autre. Il n'y en a pas. Zéro. Bon, le recyclage, même chose, techniquement, c'est assez simple. La difficulté avec le recyclage, c'est de faire un modèle économique qui est viable, parce que dans ce cas-là, évidemment, encore une fois, tout le packaging est proportionnellement plus important que sur une grosse batterie. Les matériaux dedans, donc ça prend beaucoup d'opérations, beaucoup de manœuvres pour aller chercher peu de matériaux par rapport à un prix de batterie à l'origine qui est plus faible. Mais c'est recyclable et, entre autres, si la demande des citoyens devait se matérialiser, il pourrait y avoir très bien des entreprises qui vendraient des téléphones à partir de produits recyclés. Parce que dans ce cas-là, il faut bien voir que quand on parle d'une batterie recyclée, on ne parle pas d'une batterie usagée, là. La batterie, elle est bel et bien neuve, elle a toutes les propriétés physico-chimiques de la batterie neuve. Mais c'est ça. Donc, c'est le plus que je pourrais dire pour les batteries de petits électroniques. Oui, ben en fait, nous, tu vois, on en a un projet où ils veulent mettre en place justement le recyclage de batteries, soit les petites batteries rondes, là, les AA qu'on connaît, et ainsi de suite, ou les brochettes, les batteries de petits électroniques. Mais pour l'instant, le modèle, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui paye pour recycler la batterie. Souvent, ça va être les villes, Recycle Québec, les écoquartiers, et ainsi de suite. Alors qu'ici, on est dans un modèle où déjà les recycleurs aujourd'hui ne prévoient pas demander ou sont rentables sans demander d'être payés pour recycler la batterie. Et au fur et à mesure que le volume va augmenter, que l'automatisation va augmenter, il y aura inévitablement des recycleurs qui vont payer pour recycler la batterie. Donc, ça change évidemment le modèle économique. Oui. Ouais. Absolument. Ben, tiens, prenons-le dans l'ordre. La première, c'est sur la disponibilité des matériaux. Évidemment, il y a un enjeu réel là, puis une difficulté qu'on va connaître, entre autres dans les 15-20 premières années, avant que les premières batteries recyclables arrivent à l'état où on devrait les recycler. Donc, il y a un moment où présentement le gisement en circulation est très faible. Pour pouvoir faire croître ce gisement-là, il va falloir aller le chercher dans le sol. Ça pose un certain nombre d'enjeux, entre autres parce que présentement, les endroits où ces métaux-là, ces minéraux-là sont extraits, souvent ont
politiques environnementales douteuses et laxistes, et même des politiques sociales au niveau des travailleurs et tout ça. Donc, il faudra trouver des solutions, hein, puis faire aussi des choix comme consommateurs. On sait par exemple qu'à travers la planète, il y a plein de travailleurs qui sont exploités honteusement pour produire des vêtements. Il n'y a personne qui s'est présenté ici tout nu, là. Tout le monde veut des vêtements. Mais après ça, comme consommateur, on peut faire des choix et dire, ben non, mais vous allez payer vos travailleurs comme il faut. Mais ça implique qu'évidemment, on va aussi payer nos vêtements plus cher. Fait que ça, il y a un choix à faire. Je dirais, il est orthogonal, là. C'est un choix distinct le développement de la filière. Disons que nous, un des choix qu'on peut faire pour diminuer la pression environnementale, c'est d'accepter d'en mettre plus en circulation des minerais. Donc, de faire des mines chez nous, de les exploiter comme il faut. Ça va avoir un impact chez nous. D'un point de vue environnemental, un impact dans un pays étranger, c'est pas mieux qu'un impact chez nous. Et donc, si on est capable de le faire mieux, de façon moins polluante, c'est plus intéressant pour la planète de le faire chez nous. Maintenant, il faut aussi regarder la contrepartie. Parce que c'est une nouvelle activité, on met beaucoup d'emphase sur l'impact que ça va avoir sur la planète, mais l'exploitation du pétrole et des hydrocarbures, c'est une catastrophe environnementale. On n'a qu'à penser, bien sûr, au déversement et tout ça, mais toutes les forêts qu'on détruit ou qu'on coupe pour emmener des pipelines, des trains, extraire, et donc toute l'énergie que ça consomme, et donc la pression des hydrocarbures est super importante, et même au niveau des guerres. En Ukraine, là, si on ne prenait pas de pétrole russe, ça serait pas mal déjà réglé, là, la question. Il ne faut pas déplacer le problème. Ça, c'est le plus important. Oui, c'est sûr. Puis, il y a beaucoup d'ingénieurs derrière ça. Je peux parler contre les ingénieurs parce que je suis membre de l'Ordre des ingénieurs. J'ai ce privilège-là. Et des fois, ce sont des gens qui savent que parce qu'ils ont raison, ils ne sentent pas le besoin de l'expliquer aux gens. Alors, il y a un travail à faire sur l'acceptabilité. C'est sûr que une mine dans sa cour, c'est pas le fun. C'est pas trippant. Il n'y a personne qui, quand il vend sa maison, dit vue magnifique sur une mine hors terre ou quelque chose comme ça. Donc, il y a un enjeu réel. En même temps que collectivement, il va falloir faire des choix et se dire, ben oui, ça va détruire un peu de diversité, une partie de l'écosystème sur place, mais on est capable de le faire de façon beaucoup mieux qu'en Chine ou ailleurs. Et puis surtout, on va réduire la pression ailleurs parce qu'on va exploiter moins d'hydrocarbures. Mais écoute, on a vu le cas avec Hydro-Québec qui veut exporter de l'hydroélectricité verte aux États-Unis, où il y a des groupes prétendument environnementaux qui s'y ont opposés en disant ça pollue, pollution visuelle. Oui, c'est pas particulièrement beau un pylône, mais à tout prendre, c'est largement mieux que d'exploiter des centrales au charbon ou au pétrole, finalement. Bon, c'est surtout ces producteurs-là qui ont financé les contestations, mais on voit en Europe aussi souvent des objections aux éoliennes. C'est sûr que pour les militants environnementalistes, puis bon nombre d'experts en énergie, ils disent, comment tu peux être contre une éolienne? A priori, c'est de l'énergie entièrement renouvelable avec une des empreintes carbone les plus basses. Mais personne, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas avoir une éolienne chez eux, ils aimeraient l'avoir ailleurs. Cela dit, au Québec, on a la chance d'avoir des endroits où on est assez loin des lieux résidentiels. On produit notre électricité loin. On pourrait, par exemple, avoir des éoliennes autour des lieux de production, des centrales hydroélectriques, qui souvent sont des endroits où il y a pas mal de vent. Et quand le vent tourne, on arrête de turbiner l'eau, on laisse les réservoirs monter. Et quand il n'y a pas de vent, on rouvre les réservoirs et on turbine l'eau. Ça serait vraiment pas bête.
à faire. Surtout que l'éolienne a plus de stabilité d'une année à l'autre que la pluie. Ah, j'ai digressé encore, hein, je suis désolé. Ça va prendre des métaux pour faire des éoliennes, on s'en sort pas. L'autre chose qu'il faut regarder, là, puis ça, là, je m'excuse, c'est sous le bout de son siège, là, mais juste avant de prendre la dernière question, l'autre chose qu'il faut regarder, là, puis on voit souvent ça sur les médias sociaux, là, faire une pile de batterie, ça prend X tonnes de minerais puis tout ça. Alors, premièrement, c'est pas vrai, ça ne prend pas X tonnes. Il ne peut pas y avoir plus de minerais dans la batterie que le poids de la batterie elle-même. Ce qu'ils disent, c'est qu'on va déplacer un certain nombre de matériaux stériles. Okay? Mais les métaux, et c'est là qu'il faut faire le changement de paradigme, ils ne disparaissent pas. Ce n'est pas comme de l'essence qu'on brûle, qui n'existe plus, qui est partie de la surface de la Terre. On fait juste le changer de forme, le déplacer. Puis oui, c'est laid, une montagne de roche, mais c'est juste une montagne de roche. Il n'y a personne qui est mort parce qu'il y avait une montagne de roche proche de chez eux. Il y avait une question. On a-tu le temps d'apprendre? Absolument, absolument. Au Québec, déjà, il y a une compagnie qui fait ça avec des petites vannes et des pick-up. Et c'est un peu scandaleux, le nom m'échappe. Mais ça se fait. Nordressa aussi en faisait. Donc, oui, souvent pour les véhicules de service, les pick-up dans une municipalité qui servent à planter les arbres, déplacer des tas de greviers, ça ne fait pas beaucoup de kilométrage. Ça prend un pick-up parce que tu ne vas pas mettre des roches dans une boîte de char, mais il ne fait pas 40 000 km par année. Et donc, souvent, le châssis est encore en parfait état. Bon, c'est pas parfait, mais encore amplement fonctionnel. Et donc, une solution qui consiste à enlever le moteur à essence ou le remplacer par un moteur électrique, puis trouver un endroit pour mettre la batterie, est fort intéressant et sûrement, en termes d'impact environnemental, plus faible. Les enjeux qui se posent dans ce cas-là, c'est toujours les mêmes enjeux d'uniformité puis de volume. C'est-à-dire qu'il faut faire une solution pour chacun des modèles avec des espaces puis des volumes différents. Et ça, c'est très technique, mais si on regarde, par exemple, pour les véhicules électriques, la compagnie qui a eu le plus de succès, c'est Tesla, qui vend le plus d'unités électriques et de loin. Et leur avantage, c'est qu'ils ont commencé à zéro avec un véhicule électrique. Pas la première, pas la Roadster, mais toutes les autres, c'était à partir de zéro. Et là, vous n'avez pas la contrainte de, je vais mettre une batterie, mais là, j'ai un dispositif quelconque qui passe à côté, puis là, qui bloque ma batterie, puis tout ça. C'est l'enjeu dans le rétrofit, c'est quoi les espaces. Fait que là, je vais-tu faire une batterie spéciale pour rentrer dans ce chose-là. Mais effectivement, on a un peu souvent tendance à dire, on jette, puis on amène un char électrique. Oui, mais il y a peut-être mieux encore. Hey, merci beaucoup pour votre temps. Désolé d'avoir dépassé. Merci beaucoup, Thierry. C'est une excellente présentation.